France Maghreb 2. Mercredi 20 décembre, bonjour à tous, bienvenue amis de la liberté, vous avez choisi la bonne fréquence, la bonne radio, France Maghreb 2 et la bonne émission LGF, le grand forum jusque 18h, un plaisir partagé, je l'espère, pour vous accompagner jusque 18h avec un programme ma foi très chargé. Comme d'habitude, et très éclectique, on va parler beaucoup d'actualités, sur laquelle d'ailleurs vous allez pouvoir réagir en nous appelant, puisque le numéro du standard est à votre disposition tout au long de cette émission, au 01 40 33 9000, voici le sommaire. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a accusé la Birmanie d'avoir sciemment prévu les attaques contre les Rohingyas. Un nouveau rapport parle de nettoyage ethnique. Algérie, Arabie Saoudite, vive polémique autour d'une banderole brandie par des supporters algériens. Jean-Luc Mélenchon, invité d'Europe 1 dimanche dernier, a dénoncé le communautarisme du CRIF et ses prises de position dans le conflit israélo-palestinien. Mélenchon, le communautarisme du CRIF est particulièrement agressif. La question LGF du jour, le chef du régime syrien Bachar el-Assad a affirmé le 18 décembre que la France avait été le porte-étendard du soutien au terrorisme dès les premiers jours du conflit. A-t-il raison selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin, et pour finir tout à l'heure, Libertad, vous pourrez nous appeler en toute liberté bien sûr, au 01 40 33 9000. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, votre rendez-vous quotidien, votre talk de fin d'après-midi jusque 18h tous les jours, du lundi au vendredi. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2. Quel plaisir de vous retrouver chaque fois, chaque jour, avec à chaque jour une nouvelle émission, de nouveaux avis qui se confrontent en direct à l'antenne, en nous appelant au 01 40 33 9000, en prenant part à la discussion, en décortiquant ensemble l'actualité, parfois complexe, mais on essaie de la simplifier ensemble et avec vous, afin de mieux la comprendre. Tel est notre objectif tous les jours dans cette émission, avec vous et en votre compagnie. Avec cette question du jour aujourd'hui, question du jour donc LGF, le chef du régime syrien Bachar el-Assad a affirmé le 18 décembre dernier que la France avait été le porte-étendard du soutien au terrorisme dès les premiers jours du conflit. A-t-il raison selon vous? Eh bien vous répondez à cette question bien sûr en nous appelant au 01 40 33 9000, mais aussi sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour l'heure, eh bien c'est assez partagé puisque il a raison selon vous à 81% sur Facebook contre 19% et sur Twitter 40% de oui contre 60% de non. Alors évidemment cette réaction, plutôt cette déclaration de Bachar el-Assad n'est pas restée sans réaction. Des critiques inacceptables de la part de Bachar el-Assad, c'est la réaction d'Emmanuel Macron après donc les propos du président syrien. Hier, Bachar el-Assad, je rappelle, a accusé la France, plutôt lundi, de soutien au terrorisme. Un peu plus tôt, vendredi dernier, Paris avait dénoncé une stratégie d'obstruction irresponsable du régime syrien lors des dernières négociations de paix à Genève. Pour autant, ce vif échange en plusieurs actes ne remet pas en cause la stratégie du président français. Il recevait hier le roi Abdallah II de Jordanie et il a réitéré son intention de parler avec tous les acteurs du conflit syrien. Écoutez le président de la République, Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut se garder de tout néoconservatisme de mauvaise aloi qui consisterait à penser que nous puissions inventer de l'extérieur une solution politique pour le pays, malgré lui, ou contre lui, comme nous l'avons fait par le passé, ou en Irak ou en Libye. Est-ce que Bachar el-Assad est l'ami de la France? Non. Est-ce que Bachar el-Assad est notre principal ennemi sur le terrain syrien? Non, c'est Daesh. Bachar el-Assad, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est l'ennemi du peuple syrien. C'est ce qui d'ailleurs a créé la situation que nous connaissons les uns et les autres, où vous avez aujourd'hui des millions de réfugiés hors de la Syrie. Pour autant, Bachar el-Assad, c'est le pouvoir en place en Syrie. Pouvons-nous l'ignorer dans la période de transition? Non. Il faut être réaliste. Donc ce que je souhaite éviter, c'est que nous ayons une sortie de la guerre que je pense nous allons gagner d'ici la fin du mois de février 2018 contre Daesh, que nous ayons une sortie de cette guerre qui ne se traduise par une forme de statu quo, parce que certaines puissances ont un intérêt qui est le statu quo et le maintien de Bachar el-Assad contre son peuple.
Voilà, c'était donc Emmanuel Macron qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'Elysée, conférence de presse lors de laquelle il a annoncé aussi qu'il recevrait Mahmoud Abbas à l'Elysée. Ce sera vendredi prochain, 2 semaines après la venue très critiquée, très controversée du Premier ministre Netanyahou. Donc voilà pour cette réaction du président de la République, Emmanuel Macron. Alors a-t-il eu raison, Bachar al-Assad, d'accuser la France d'avoir soutenu le terrorisme dès le début du conflit, hein, c'est ce qu'il a rappelé. On va prendre l'avis d'Amar qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Amar. Bonjour. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, cher Amar? C'est Amar de 93, La Courneuve. La Courneuve. Alors Bachar al-Assad a-t-il eu raison, selon vous, d'accuser la France de soutenir le terrorisme dès le début du conflit? Oui, il a raison, il a bien raison. Parce que c'est déjà, il y a beaucoup de preuves et tout, c'est qu'ils ont trouvé et tout. Alors, vraiment, moi, je suis fidèle. C'est toujours, ça veut dire, j'écoute votre émission et tout, ça me plaît très bien et puis tout, parce que c'est la vérité, hein. C'est pas. Alors c'est pas la vérité. On ne détient pas la vérité absolue, cher Amar. On essaie en tout cas de comprendre un petit peu. Pour moi, ça veut c'est que j'ai compris, parce que je comprends pas tellement la politique, mais quand même, ça veut dire que je comprends un peu. Mais vraiment, j'ai trouvé que ça veut dire que vous avez complètement raison à beaucoup de choses. On essaie de rester objectif et d'analyser au mieux, bien sûr, les différents sujets d'actualité. Merci en tout cas, Amar, pour cette gentille remarque et merci de votre appel. Oui, il y a pas de quoi. Allez, à bientôt du côté de la Courneuve. Merci beaucoup, Amar. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Vous pouvez aussi le donner sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel Bachar al-Assad au travers de sa déclaration durant laquelle et à travers laquelle il accuse la France d'avoir soutenu le terrorisme dès le début du conflit. A-t-il eu raison selon vous? Vos appels au 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, cher monsieur? Rachid. Rachid, vous nous appelez d'où, Rachid? Corbeil-Essonnes. De Corbeil-Essonnes. Alors, Rachid, Bachar al-Assad, est-ce qu'il a eu raison ou bien sûr qu'il a eu raison. Même eux, ils l'ont dit, les informations, le gouvernement français, eux-mêmes, ils l'ont dit. Vous vous rappelez pas les amis de la Syrie avec Laurent Fabius? Oui, il avait parlé de Al-Nosra qui fait du bon boulot en Syrie, oui. C'est ça. Après, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Tout le monde le sait qu'ils les ont soutenus, ils l'ont dit, c'est même, ils font même partie de ceux qui les ont créés. Après, ils sont là en train de jouer les hypocrites à tergiverser. Après, c'est pas Macron. Macron, il était pas au pouvoir à cette époque-là, mais c'est bien la France, les États-Unis et tous ceux qui veulent déstabiliser le Moyen-Orient qui vont créer. Alors, Bachar al-Assad a parlé effectivement de Macron en disant que il n'y avait pas de changement selon lui dans la politique vis-à-vis de la Syrie, en parlant d'Emmanuel Macron. Donc pour lui, si vous voulez, c'est une espèce de succession de François Hollande, hein, pour Bachar al-Assad en tout cas. Après, s'il dit ça, il est mieux placé que nous pour le savoir. C'est parce que lui, il est sur le terrain et il a les informations, il a les contacts. Il doit mieux le savoir. Après, nous, on sait pas. Macron, il parle bien. C'est un disquetteur un petit peu. Après, on sait pas ce qu'il fait en vrai avec ses soldats là-bas, tu vois. Merci Rachid pour votre avis depuis Corbeil-Essonnes. De rien, allez, bonne soirée. À bientôt et restez à l'écoute évidemment du LGF. Voilà, vous continuez en tout cas de réagir et de répondre à cette question qui est une question fil rouge dans cette émission. Vous le savez, chaque jour une question et on tente d'avoir votre avis qui nous intéresse. 01 40 33 9000, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel concernant donc la déclaration de Bachar el-Assad. Sinon, évidemment, je voulais vous parler d'un sujet qu'on a évoqué hier, le fameux Conseil national du numérique qui n'a pas eu le temps de rentrer en fonction, qu'il est déjà en crise. La présidente Marie Eklund a annoncé hier qu'elle démissionnait. Elle a été suivie par une vingtaine des quelques 30 membres qui composent le Conseil. En cause, l'injonction du gouvernement de revoir sa copie après la nomination controversée de Rokhaya Diallo, une militante antiraciste dont les positions sur le port du voile notamment avaient suscité des critiques. La présidente du Conseil national du numérique donc a
préféré claquer la porte plutôt que de se plier à la demande du gouvernement de remplacer Rokhaya Diallo. Marie Eklund a estimé que son projet d'ouverture est indépendant et donc cela avait été mis à l'épreuve dès le démarrage et elle avait déploré une polémique qui montre selon elle que dans notre pays, nous ne voulons pas entendre des voix dissonantes. Des voix dissonantes comme celle donc de Rokhaya Diallo, militante qui s'est illustrée en dénonçant le racisme d'État et en déclarant que le port du voile était un signe de féminité. Des propos qui ont justifié des contestations de sa nomination au Conseil à droite et dans la majorité, ainsi qu'à gauche, et incité le gouvernement donc a demandé son remplacement. Une position que Mounir Bajoubi, le secrétaire d'État au numérique, lui-même ancien président du Conseil, a justifié en affirmant que cette instance avait besoin de sérénité pour travailler et qu'elle devait être proche du gouvernement, pas une force d'opposition. Une vision du rôle et du fonctionnement du Conseil national du numérique qui n'a pas donné satisfaction à ses membres, qui ont donc décidé de le quitter. Le gouvernement doit annoncer de nouvelles nominations d'ici 2018. La démission donc de la présidente du Conseil du numérique qui ne fait pas changer d'avis, Benjamin Griveaux. Il était l'invité hier de Mardi Politique sur RFI et France 24. Pour le porte-parole du gouvernement, les positions de Rokhaya Diallo ne sont pas défendables selon lui. Écoutez. Je ne considère pas en France qu'il y a un racisme d'État institutionnalisé. Vous n'avez pas dans un bureau d'un ministère quelqu'un qui est chargé d'organiser le racisme d'État. Donc finalement, vous regrettez... Ça n'est pas quelque chose d'acceptable à mon sens. En tout cas, moi, c'est quelque chose en lequel je suis avec une profonde opposition. Et par ailleurs, je ne partage pas non plus sa position sur les camps non mixtes. Voilà, c'était donc Benjamin Griveaux, invité de Mardi Politique chez nos confrères de France RFI et France 24. 01 40 33 9000. Karim, bonsoir. Bonsoir Christophe, comment va? Eh ben, il va bien, monsieur Karim. Eh ben, tant mieux, mon cher Christophe. Moi, je voudrais revenir sur 3 petits points vite fait. Alors, oui. Je voudrais savoir si toi, Christophe, et ceux qui nous écoutent ou ceux qui ne les écoutent pas, n'en ont pas marre d'entendre tous ces pro-palestiniens. Depuis 70 ans, ils sont pro-palestiniens, et ils sont tellement pro-palestiniens que la Palestine n'existe plus. Exemple, Trump, il prend une décision, par exemple. Après tout, les États-Unis sont souveraines. Ils ont le droit de reconnaître qui ils veulent. Moi, je la critique pas, cette décision, parce que je considère que Trump, de toute façon, il s'est assis sur toutes les lois internationales, il n'y a aucune raison qu'il ne s'assoie pas sur Jérusalem. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand je vois tous ces pays contester, passer leur temps à dire que c'est pas normal, que c'est contraire aux lois, que c'est contraire à ceci. Mais au lieu de dire ça, prenez des décisions, faites ce qu'a dit Villepin, chiche. Tu veux reconnaître Jérusalem capitale de l'État juif? Eh ben nous, on reconnaît Jérusalem-Est capitale de l'État palestinien. Nous, Français, Anglais, l'Europe, les pays arabes, les pays musulmans. Et ça vaut tous les discours du monde. Pourquoi ils le font pas? C'est parce qu'ils en ont pas envie. C'est tout. C'est pour simplement, comme d'habitude, ils savent très bien que les Arabes c'est comme des toutous, faut leur tendre la carotte. Alors on leur fait croire qu'on est pro-palestinien, mais jamais on lèvera le doigt pour la Palestine. Un autre exemple. La colonisation israélienne. C'est le seul État au monde qui colonise et que ça lui coûte 0 centime. Pourquoi? Parce que l'État palestinien, enfin, l'embryon d'État palestinien, la Jordanie et Gaza, sont financés par l'Union européenne, par les États-Unis et un petit peu par les pays du Golfe. Donc Israël, non seulement ça lui coûte rien, mais en plus ça lui rapporte. Mais si on était contre la colonisation, par exemple, moi français, moi anglais, moi allemand, moi espagnol, je suis contre la colonisation. Puisque le boycott est soi-disant un délit, le droit de taxe, il est libre, eh ben chaque pomme de terre, chaque avocat israélien qui rentrera en France, ou chaque pastèque, ou chaque melon, eh ben on va mettre une taxe de 75% sur chaque produit, et ces 75% seront reversés aux paysans palestiniens qui ont été expropriés pour reconstruire les maisons des Palestiniens. Comme ça, ils verront ce que c'est que la colonisation. Ça leur coûtera. Mais comme d'habitude, eh ben, une fois de plus, on fera rien. Donc, moi, j'en ai marre de ces pro-palestiniens. Et donc, je me dis, à l'âge que j'ai, et je pense la même chose depuis 30 ans, que c'est moi qui avais raison, en fin de compte. Seule l'arme, je dis bien seule l'arme atomique, aurait pu remettre l'ogre sioniste dans ses frontières de 48. L'Iran l'a compris. L'Iran a essayé de le faire. Mais il a eu tous ces petits roitelets, là, tous ces petits merdeux d'Arabie Saoudite, d'Égypte, etc., qui se sont élevés contre lui. Et pourtant, l'Iran, eh ben, il a abdiqué. Et c'est le seul État non arabe
qui aide les Palestiniens qui sont arabes. C'est le seul État chiite qui aide des sunnites. Parce que le contraire, ça n'existe pas. Il n'y a aucun État sunnite, à part peut-être la Turquie et encore de loin, qui aide un État chiite. Donc, quand on me dit que l'Iran est un pays terroriste, moi je veux bien, mais en tout cas pour l'instant, les Iraniens ils vont pas se faire sauter dans les mosquées, ils n'ont pas mis des bombes au Bataclan, ils n'ont pas, descendu les tours américaines et ainsi de suite, parce que on peut les compter sur les doigts d'une main, les attentats faits par les Iraniens. Mais par contre, par les wahhabismes, je veux dire, il y en a l'équivalent d'un annuaire. Hein. Et enfin, pour finir, je voudrais dire pour Rokhaya Diallo, mais moi, ça me scandalise parce que quand je vois que Zemmour, Finkielkraut, Gonadel, Lévy, etc., ils n'arrêtent pas de dire des obscénités sur les musulmans, parce que tout le monde dit que c'est l'islam, mais bien avant l'islam, hein, je veux dire, bien avant ces problèmes de foulard, etc., moi j'entendais des Finkielkraut. Finkielkraut, il a commencé en 98 en disant c'est pas vrai. Cette Coupe de France, elle est pas black blamber, elle est black. Oui. Je veux dire, mais aucun d'entre eux n'a perdu son poste. Aucun d'entre eux n'a été évincé d'une émission de télé, évincé d'une émission de radio, évincé d'un journal. Ah, Zemmour a été viré du télé. Zemmour, il a été viré du télé, tu sais pourquoi? Mais est-ce que tu sais pourquoi Zemmour a été viré du télé? Ah, dis-moi, Karim. Moi, je te rapporte de paix, tu me dis. C'était le Qatar qui tenait 22% du capital à l'époque. Bon. C'est tout. C'est pas compliqué. Et tous ces Arabes de merde là. Pourquoi non, Karim, retire s'il te plaît le mot merde parce que tu peux. Je suis arabe, je peux me permettre de me traiter de merde, oui, mais peut-être. Non, mais il y a quand même deux mots qu'on n'emploie pas et on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est pas pour autant qu'on va l'insulter. Non, mais au contraire. Des petits roitelets de merde. Parce que pour moi, ça ne vaut rien d'autre que ça. Les Émirats, le Koweït, tout ça qui on peut les dénoncer dans la politesse. Bon, bah alors, je vais les dénoncer dans la politesse, mais je retire pas ce que j'ai dit. Eh ben, ces gens-là, au lieu d'investir dans le football, regardez le roi d'Arabie Saoudite, il vient de s'acheter, je sais pas combien, une maison, je sais pas où, à 300, 400 millions d'euros. Mais pourquoi ils n'investissent pas dans des médias pour influencer l'information? Parce que, ils sont analphabètes, et deux, parce qu'ils le veulent pas. C'est tout. Donc, moi, je dis aux gens, méfiez-vous des pro-palestiniens, c'est des menteurs. Soyez beaucoup plus, croyez quelqu'un quand il vous dit, moi, je suis anti-palestinien parce que lui, il joindra la parole à l'acte. Mais tous ceux qui vous disent, moi, je suis pro-palestinien, sachez que c'est pas vrai. Voilà. Bon, Karim. Salut, Karim. Un avis plus que tranché pour le coup, hein, signé Karim. On peut évidemment ne pas partager l'ensemble des propos que vient de dénoncer Karim à l'antenne, parce que peut-être un peu excessif quand même parfois, par endroit. En tous les cas, voilà. Bon, c'est son avis, on le respecte, bien sûr. 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour en rapport avec les déclarations de Bachar el-Assad, qui déclare que la France a été le porte-étendard du financement du terrorisme en Syrie. A-t-il eu raison, selon vous, de faire une telle déclaration? Vous répondez à cette question, bien sûr, sur Facebook, France Maghreb 2. Je vous invite à y aller, d'ailleurs. Et sur Twitter aussi, pour ceux qui sont donc des fans de Twitter, LGF officiel, et par là même à nous suivre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe, c'est Madani de Paris. Bonsoir Madani. Je te rappelle juste, parce que j'avais déjà appelé hier, et du coup, je voulais juste réagir par rapport à la fille qui a été arrêtée hier, Ad Il-Tamimi. C'est une jeune palestinienne en fait qui est dans la lutte contre les Israéliens depuis plusieurs années. Oui. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oui, absolument. Donc ils sont venus l'arrêter parce qu'en fait il y avait des soldats qui étaient venus chez elle, se cacher derrière le muret de sa maison pour un petit peu abattre les manifestants. Enfin, voilà. Donc elle s'est battue contre eux, il les a repoussés. Et vraiment, quand tu vois un petit peu la scène, tu te dis, cette fille, il vaut en fait 1000 hommes, quoi. On a des traîtres parmi les gouvernements arabes. Et quand tu vois cette fille-là, c'est une vraie figure qui te pousse à avoir de l'espoir et à résister, à voir l'avenir, un avenir radieux. Je sais que les Israéliens, ils ont pris beaucoup de terres. Et d'ailleurs, ils disent, soit on a tout, soit on n'a rien. Ben, on leur dit que vous allez rien avoir. Au final, on va vous virer de là. Après, on va peut-être pas, comme le disent certains, chasser les Juifs. C'est pas notre objectif, mais les sionistes, on va les virer de là. On va les virer de là, Inch'Allah. Ça arrivera un jour et j'espère que je serai vivant pour le voir, Inch'Allah. Madani, oui. La question du jour. Bachar el-Assad, a-t-il eu raison? Alors, je sais pas réellement ce qui se passe en fait. Est-ce que la France est encore impliquée? Je suppose que oui,
parce que il y a quand même encore pas mal de rebelles qui sont sur le terrain. Bah en fait, Macron a proposé l'organisation d'une conférence de paix, et il souhaite parler, comme il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, on l'a écouté, avec tous les acteurs de ce conflit, y compris Bachar el-Assad. Ce à quoi Bachar el-Assad lui a répondu, vous qui avez en l'occurrence financé le terrorisme dès le début du conflit, qu'est-ce que vous venez nous parler de paix, quoi? Il a raison. Moi j'aurais fait pareil. Qu'est-ce que tu viens me parler de paix alors que tu as financé des terroristes qui étaient contre nous? Non, je suis tout à fait d'accord. Il a rien à organiser, Macron. Il se met sur le côté et il attend, il regarde. C'est les Russes qui doivent gérer tout ça. Il y a un processus qui est en place, le Astana, qui est géré par les Turcs, les Iraniens et les Russes. Ça se passe très bien. Quand les Saoudiens s'en mêlent, ça dérape. C'est ce qui s'est passé à Genève. Donc du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec Bachar el-Assad. Si la France veut être éventuellement un acteur, il faut qu'il condamne les terroristes. Qu'il ne soit pas transparent sur certains rebelles qui sont soi-disant des libérateurs, ce qui n'est pas le cas. On le sait très bien. Ce qu'ils ont fait en Syrie, ils ont pillé tous les endroits où ils sont allés. Ils ont vendu toutes les usines. Au nord à Alep, par exemple, toutes les usines qu'il y avait, c'était un petit peu la zone commerciale, pas commerciale, mais industrielle de la Syrie. Ils ont tout démonté. Ils ont privé la Syrie, ils l'ont fait revenir en arrière de plusieurs décennies. Donc moi je suis pas, je peux pas soutenir des gens comme ça. Je peux pas les soutenir. Bon, il y avait à un moment donné, d'ailleurs je rebondis sur les chaînes de médias et ça fait plaisir de voir vraiment France Maghreb 2 se saisir du sujet. À un moment donné, on suivit tous Al Jazeera. Je sais pas si vous vous souvenez. Dans les années 2003 avec la guerre de l'Irak. Oui, absolument. En 2010, Al Jazeera était parfaite. Mais à partir du moment où ils ont soutenu l'invasion de la Libye, là, tout de suite, moi, je me suis dit, non, je peux pas suivre une scène comme ça. Bon, merci beaucoup en tout cas, Madani, pour ton appel. Merci pour la parole que vous nous accordez et franchement, vous faites un super travail. Franchement, j'apprécie beaucoup. J'ai même du mal à partir de ma voiture là. Ah bon, écoute, t'as la possibilité de poursuivre à la maison. Je ne sais pas où tu te rends. Je vais aller au bureau un petit peu, mais au bureau, en mettant ton téléphone, doucement là sur l'application France Maghreb 2 que j'espère t'as téléchargé. Bien, tu peux rester connecté à l'émission. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci, mais je vais la télécharger. Ah bah voilà, faut y aller là. France Maghreb 2 sur le Play Store ou je ne sais pas si tu as Apple ou en Android. Mais en tout cas, quel que soit le téléphone que tu as ou le smartphone, tu peux télécharger l'application France Maghreb 2. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée, Madani, et merci de ton appel. 01 40 33 9000 pour continuer, bien sûr, de répondre à cette question du jour. N'hésitez pas, on est là, tranquillement avec vous jusque 18h. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le grand forum jusque 18h avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000 avec cette question du jour et cette déclaration de Bachar el-Assad donc qui dit à la France qu'elle a été le porte-étendard du financement du terrorisme depuis le début du conflit. A-t-il eu raison selon vous? Bachar el-Assad, vous répondez sur Facebook où vous êtes 81% à dire que oui, il a eu raison. Sur Twitter, 40% de oui, contre 60% de non. Vous poursuivez évidemment en nous appelant également au 01 40 33 9000. Avant de parler de la Birmanie, parce qu'il y a eu un nouveau rapport de 30 pages de Human Rights Watch, entre autres, concernant la Birmanie et concernant les Rohingyas. On va parler un peu, on va faire le zapping maintenant tout de suite avec un zapping très fourni. Pour commencer ce zapping, donc Jamel Debbouze qui s'agace face à Claire Chazal, qui tente de lui faire endosser le rôle de porte-parole des musulmans. Écoutez cet échange. Est-ce que vous avez senti, notamment au moment d'événements dramatiques et des actes terroristes, l'idée que votre voix, elle était importante pour une certaine catégorie de la population? Oui, et ça m'a fait du mal. Parce que on est obligé de creuser ce sillon. On est encore obligé de dire fort combien on est français, combien on est né ici, combien on vit les choses exactement de la même manière que n'importe quel Français d'origine, enfin de souche, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est vrai, j'étais
c'est ce que je le dis souvent, mais c'est schizophrénique d'avoir l'impression d'être étranger dans son propre pays. On a le sentiment qu'on doit en faire encore 2 fois plus, et qu'on doit se justifier 2 fois plus, que dès lors qu'il y a un mec qui a les cheveux noirs, les yeux noirs, qui vient d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, fait quoi que ce soit, on doit s'expliquer. Et c'est vrai que pendant les événements, j'ai été sursollicité. Et je l'ai mal vécu. Ouais, je l'ai mal vécu parce que quand tu me parles, ça me concerne au même titre que tout le monde. Ça nous concerne tous, oui. Mais votre voix, elle porte davantage. Donc, elle peut être utile. Mais j'entends, mais parce que je suis issu de l'immigration. Parce que vous êtes aussi une sorte de modèle de réussite, de modèle issu de l'immigration. Aussi, mais aussi de quartiers sensibles, de quartiers difficiles, d'un milieu. Je le nie pas, j'en suis absolument fier. Mais on est en 2017 et vu tout ce qu'on a fait et vu toute notre histoire commune, ça devrait plus être un sujet. Vous pouvez porter aussi la voix de musulmans modérés. Mais c'est important. Évidemment, encore une fois, bien sûr, j'entends qu'on représente, qu'on a plein d'étiquettes et celle qui nous intéresse, nous, fondamentalement, c'est celle du jeune français. Jamel Debbouze, donc un peu agacé pour le coup par les questions donc de Claire Chazal. À présent, je voulais vous faire écouter le coup de gueule du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la séance de questions au gouvernement hier. François de Rugy a rappelé les députés à l'ordre qui, semble-t-il, sont pressés de partir en vacances. Écoutez. La parole est à Madame la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Madame la ministre, avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler, mes chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, que si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons les séances de questions au gouvernement, car il ne sera plus possible, et cela n'aura plus aucun intérêt de les tenir. Tout à l'heure, et je le fais particulièrement observer, oui, je le fais particulièrement observer, ici, ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort. En regardant bien droit dans les yeux Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, François de Rugy, donc le président de l'Assemblée nationale, je précise d'ailleurs à ce titre qu'il y a eu un nouveau député qui a été invalidé. Il s'agit de Jean-Pierre Door qui a été élu à 8 mois près lors de l'élection législative de la 4e circonscription du Loiret pour la ville de Montargis et ses alentours. Donc Jean-Pierre Door, étiquette LR, pro-Sarkozy, a été donc invalidé par le Conseil constitutionnel. De nouvelles élections devront être organisées. Il y a, semble-t-il, donc des triches, en tout cas en l'occurrence des bulletins qui ne correspondent pas au nombre de signatures et surtout de la propagande faite sur sa page Facebook le jour du vote, ce qui est évidemment totalement et strictement interdit. Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est totalement interdit de faire de la propagande le jour du vote. C'est surtout interdit d'invalider l'un parce que c'est 8 voix et il faut l'invalider, et d'oublier d'invalider l'autre parce que lui, il a eu plus de 60 parce qu'il est peut-être plus intelligent et qu'il a compté et que il pensait que quand on a 100 on est à l'abri. Mais bon, comme disait l'autre, la loi c'est la loi. La seule question que je me pose, on se l'est posé ensemble il y a quelques jours, c'est que ce Conseil constitutionnel, à mon sens, devrait faire partie des réformes du président Macron et y faire nommer des magistrats professionnels et non pas des hommes politiques qui vont chercher un gros salaire pendant 9 ans. C'est la seule institution où on est encore là pendant 9 ans, alors qu'on a tout réduit à 5 ou à 6. 6 à 5 pour les députés et le président de la République, 6 pour les députés, et qu'on enlève les hommes politiques, parce que quand je suis copain avec monsieur Christophe Fro et que son dossier vient entre mes mains dans ce conseil, je vais chercher juridiquement tout ce que je peux faire comme parade pour qu'il ne tombe pas. Très bien. Alors Jean-Pierre Door, qui devra, en cas de victoire à la prochaine élection législative, choisir entre son poste de député
ou son poste de maire, puisqu'il est maire de Montargis aussi. Il devra surtout choisir entre avec Vous ne peut rien avoir du tout d'ailleurs. Non, mais avec quelle étiquette il se présenterait s'il se représente? LR, toujours. Ah, peut-être qu'il va maintenant à LR, c'est les Républicains. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui il va changer d'étiquette. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, en tout cas, il annonce vouloir porter plainte. Mais bon. Porter plainte contre qui en France, là, le Conseil constitutionnel? Sachant qu'il n'y a pas de recours possible. Mais voilà. Bon. On appelle ça juridiquement en premier et en dernier ressort. Suite de notre zapping avec la polémique du jour. Le déplacement du Premier ministre en Nouvelle-Calédonie au début du mois qui fait polémique aujourd'hui en cause son coût et plus particulièrement le vol Tokyo-Paris pour ramener Édouard Philippe et sa délégation alors qu'il avait commencé son voyage dans un A340 de l'armée de l'air. Le chef du gouvernement en a fait la seconde partie à bord d'un avion privé loué par Matignon. Un vol à 350 000 €, bien trop cher estiment certains, 350 000 € pour voyager plus confortablement et rentrer 2 heures plus tôt pour Louis Alliot, député Front National. Écoutez. Ça fait cher la minute, voilà, au moment où on demande aux Français de restreindre le budget, de faire des efforts, au moment où on augmente la CSG. Et puis, Matignon explique que le Premier ministre, en fait, devait absolument rentrer à Paris, car le président, lui, partait pour l'Algérie. On ne peut pas laisser le pays sans l'une des deux têtes de l'exécutif présente sur le territoire. Un argument qui ne tient pas, selon l'ancien ministre Stéphane Le Foll, interrogé sur France Inter ce matin. Moi, je comprends pas. Un avion militaire avec des pilotes militaires, il repart quand vous lui demandez de repartir. Hein. Et quand on part à Nouméa, on sait quand on doit revenir. Alors pour les professionnels de l'organisation soi-disant du Nouveau Monde, eh bien bravo, le Nouveau Monde. Quel exemple? Stéphane Le Foll sur France Inter, face à la polémique qui monte, Édouard Philippe, lui, tente de garder la tête haute. Il était ce matin l'invité de RTL. Je l'assume complètement cette décision. Je l'assume tellement que je veux l'expliquer. C'est compliqué de déplacer le Premier ministre et c'est cher. J'en suis tellement conscient que j'essaie de faire en sorte de limiter au maximum les frais. Édouard Philippe, le Premier ministre, et d'ailleurs, souligne encore Édouard Philippe, au total, son voyage a coûté 30% de moins que celui effectué par Manuel Valls en 2016, sauf que le Premier ministre de l'époque avait aussi fait étape en Australie et en Nouvelle-Zélande pour être tout à fait complet. Voilà, Tarek, alors polémique du jour, est-ce que, comme d'habitude en France, on en fait trop, à chaque fois qu'il y a un petit truc, on s'agace, les polémiques sont montées évidemment par les journalistes, est-ce que ça fait quand même pas un peu cher 350 000 € pour un retour? Alors, à partir du moment où on est dans ces instances, on devrait gérer l'argent au mieux. Mais moi, je voudrais que les donneurs de leçons, d'ailleurs Valls ne s'est pas exprimé sur ce sujet, mais Monsieur Le Foll ou d'autres, si on venait à vérifier tous les voyages officiels, on rigolerait. Ce qu'on peut éventuellement sur le plan privé, déjà d'ailleurs c'est pas tout à fait arrivé en France, alors qu'il y a au Suède dans le pays nordique, où le personnel politique paye de sa poche et se fait rembourser. Et le comptable regarde quand vous demandez le remboursement, est-ce que le prix est conforme au marché pour vous rembourser ou pas. On devrait en quelque sorte créer une société publique qui s'occuperait de tous ces voyages, parce qu'aujourd'hui, cher Christophe, chaque ministère est géré par la boîte qu'il souhaite. Et par exemple, moi je peux vous dire qu'à un certain moment, avec un président, c'était telle société de voyage qui organisait, et quand ce président est parti, c'est une autre qui a pris la place. Donc il faudrait peut-être organiser. Mais ça fait pas cher, ça fait pas un peu cher quand même, Tarek? Je ne sais pas si ça fait cher ou pas, donc je veux pas rentrer dans la meute, mais je veux dire, moi, là, je poserai la question à tous ces journalistes. 350 000, c'est cher, je vous suis, mais qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Il a fait quelque chose? Est-ce que le citoyen français sait aujourd'hui ce qui s'est passé lors du voyage du Premier ministre au Japon? Apparemment, il a juste changé d'avion. Non. Et qu'est-ce qu'il a fait sur place? Je vous dis, il a juste changé d'avion, apparemment. Et il était où? Il était en Nouvelle-Calédonie. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc c'est au Japon qu'il a changé d'avion en faisant escale, donc en passant d'un avion militaire à un avion de grand luxe, avec des sièges en première classe pour toute la délégation de 60 personnes. Là où Le Foll a raison sur un petit point qui est un point de détail de cette histoire, c'est qu'il m'est arrivé de partir moi dans les avions de la République en payant nos places bien sûr, et que les militaires sont sur place. Et donc si on venait à casser le programme et qu'on voudrait partir 4 heures avant, il y a aucun problème. Donc peut-être qu'il aurait pu s'organiser aussi, mais moi ce qui commence à m'énerver, ce qui m'énerve comme beaucoup de citoyens, c'est qu'on attache sur les polémiques et on perd le temps pour parler de l'essentiel.
C'est tout. En Nouvelle-Calédonie, a-t-il fait quelque chose de bien ou pas? Ça, moi, j'ai même pas su qu'il était en Nouvelle-Calédonie. Bon, en tout cas, ça risque de vite s'éteindre, hein, cette polémique. C'est pas ça qui va lui coûter sa place, visiblement. Raison, cher Christophe, parce que vous dites la polémique du jour, parce que demain, vous en aurez une autre. Oui, voilà, absolument. Un hommage, maintenant, dans ce zapping, c'était une voix de la radio Tarek. La journaliste Farida Ayari est morte à l'âge de 69 ans. Elle avait travaillé pour Jeune Afrique. C'est une amie. Elle a beaucoup travaillé pour RFI. RFI, effectivement. Et pour Jeune Afrique. Et puis, ça va faire une bonne quinzaine d'années qu'elle est repartie chez elle en Tunisie s'installer pour devenir donc correspondante de ces deux médias, mais à Tunis. Alors, elle a changé de trajectoire pour la culture, notamment en août dernier à Sousse, en Tunisie. Elle organisait un festival de cinéma. Le réalisateur Merzak Galouache y était, il se souvient d'elle, de Farida Ayari. Je vous propose de l'écouter. Je me souviens, en octobre 88, il y a eu des grandes émeutes en Algérie et le matin du deuxième ou du troisième jour, je reçois un coup de fil de Paris. Elle m'appelle, elle me dit « Merzak, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe à Alger ?» Et je lui dis « Écoute, j'ai l'impression d'avoir entendu des bruits de chars qui serait passé à côté de chez moi, donc je crois qu'il y a des chars qui rentrent à Alger, quoi. » Et donc cette information a circulé toute la journée sur France Info, sur RFI. Et j'étais mal réveillé quand j'ai dit ça. J'ai d'ailleurs un peu regretté parce que j'étais pas sûr. Et finalement, c'était vrai. Et il y a eu effectivement une répression. Et donc ces émeutes ont été un grand tournant en Algérie. Sinon, c'était toujours aussi un peu ces envolées lyriques chaque fois qu'elle prenait la parole. Il y a cette fameuse anecdote, d'ailleurs en Algérie, semble-t-il, où alors qu'elle rentrait dans une mosquée, on lui a dit non, tu es une femme. Et elle a répondu, je ne suis pas une femme, je suis une journaliste. Elle avait un esprit très pointu, très carré, quoi. Voilà, l'hommage rendu. Je l'ai beaucoup connu. Il est arrivé qu'on soit dans la même ville ou pour les mêmes événements. C'est une très grande journaliste, grande dans son métier, humble avec ses confrères et avec les gens, et dure avec les hommes politiques et ceux du pouvoir en général. C'est une très grande journaliste. D'ailleurs, il y en a encore une. Il y a deux ou trois journalistes comme ça qui viennent à l'esprit quand on parle d'elle. Il y a Sophie Bessis. Il y a aujourd'hui, comment elle s'appelle, Madame Zouari, qui est aussi à Jeune Afrique. Donc il y a des très grands journalistes tunisiennes qui travaillent à Paris, qui ont travaillé en Tunisie, et hommage à l'air Hamha, c'était une bonne copine, comment dire. Pour finir ce zapping, dans la rubrique humour maintenant, je demande Manuel Valls, pour finir ce zapping, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Valls, invité de Pujadas hier sur LCI, lorsqu'on Pujadas lui pose une question sur le geste d'Antoine Griezmann, il en vient à nous parler d'islam. Ça devient une obsession, écoutez. Moi, je connais un peu Antoine Griezmann, je connais moins Miss France, hélas, mais non, je pense qu'il ne peut pas les accuser de racisme. Mais c'est vrai nous vivons une crise identitaire profonde partout en Europe et dans chacun de nos pays, sous des formes différentes. Là, c'est le séparatisme catalan. Chez nous, il y a une crise d'identité au fond sur ce que nous sommes. Sur ce que nous sommes profond. C'est quoi être français dans l'Europe et dans le monde d'aujourd'hui, avec des débats que nous avons depuis des années sur la laïcité, sur la place de l'islam dans nos sociétés, la montée de l'antisémitisme. Il y a eu encore un sondage la semaine dernière qui est très préoccupant. Banalisation. D'ailleurs, je m'étonne que ça ne provoque pas plus de réactions, parce que c'est ça qui a amené aussi les attentats, parce que l'antisémitisme est au cœur de ce qu'est l'idéologie de l'État islamique et de l'islam politique et de l'islamisme. Donc crise d'identité. Et il y a une crise d'identité. Donc il y a et crispation. C'est ça que je voulais dire. Et je le comprends. Il y a la crispation. Il y a une très grande sensibilité. Il faut que chacun, moi aussi bien sûr, mais il faut que chacun soit attentif à cela. Il y a le débat, est-ce qu'on peut rire de tout? Vous savez, moi je crois qu'on peut rire de presque tout, mais ça dépend qui l'exprime ainsi. Petite référence à Dieudonné, hein. Vous pouvez pas s'en passer. Manuel Valls, non, c'est même plus grave que ça, que ça, cher Christophe. Je sais pas lequel des humoristes, si c'était plutôt Coluche ou plutôt Thierry Leliran. Il avait pour ça, il avait une réponse cinglante. Peut-on rire de tout? Il dit oui. Mais pas avec n'importe qui. Voilà, il a dit oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En tout cas, donc on peut pas rire de choses avec Monsieur Valls. On lui pose la question, au lieu de dire, moi j'ai aimé la réponse, je sais pas si vous l'avez suivi, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, la réponse du ministre, excusez l'expression, de la ministre noire du sport aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle dit? Laura Flessel. Oui, et qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit maladresse, oui, certainement. Mauvaise intention, non. Ça, c'est une réponse. Mais venir tourner autour de Black... Il est en train de se radicaliser, la Valls. Hein. Non, mais je pense qu'il ne reste plus il n'est plus audible nulle part sur n'importe quel sujet. Pour lui, il reste audible peut-être au sein de la communauté juive, française bien sûr, sur ce point-là. Mais bon, vous savez, quand vous tannez le queer pendant un siècle, si vous rajoutez un jour de plus ou un mois en plus, ça ne change plus rien. La question du jour, Tarek, je vous l'ai pas posée. La question est la suivante, donc, par rapport aux déclarations de Bachar el-Assad qui dit en clair en la France, c'est pas la peine de venir nous parler de paix puisque vous avez été parmi les premiers à financer le terrorisme en Syrie. A-t-il eu raison Bachar el-Assad concernant cette sortie, selon vous, Tarek? Je rappelle que vous pouvez répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Sur Facebook, vous êtes 81% à dire qu'il a raison d'avoir donné cette déclaration. Donc Tarek, pour cette déclaration de Bachar el-Assad, sur la réponse aussi de Emmanuel Macron, de Jean-Yves Le Drian. Alors je vais répondre un petit peu comme Jamel Debbouze tout à l'heure. Si je dis que c'est Bachar qui a raison, on va dire, vous voyez, il n'est pas français. C'est comme Charlie, quoi. Et si vous dites c'est Macron et surtout Le Drian, c'est une contre-vérité historique. La France officielle, pendant les premiers mois et les premières années de la guerre civile, si on peut dire ça, en Syrie, a une position en pointe contre Bachar el-Assad, contre la Syrie, tant et si bien que quand vous avez un président de la République et un ministre des Affaires étrangères qui prononcent des phrases fortes style « il mérite pas de vivre », beaucoup de jeunes Français de confession musulmane ont reçu ce message comme quoi il faut y aller. Et donc, directement et indirectement, dans ce contexte-là, Bachar a raison sur l'histoire et c'est pas la peine qu'on se cache derrière notre doigt. Prenons l'historique. Prenons les déclarations des uns et la déclaration des autres. La France a changé de position, non pas sur Bachar, mais sur d'autres points, de laisser les jeunes partir quand il y a eu les attentats. Ouais. Donc, je vais me retrouver comme les 81 de pas Charlie du vote de ce jour, mais en ayant, et comme disent à l'Assemblée nationale, en ayant expliqué mon vote. Allez, dans un instant, on va évoquer 3 sujets, Tarek. Ce nouveau rapport concernant la Birmanie qui est alarmant, pour le coup, sur le sort qui est réservé aux Rohingyas. Parler aussi de l'Algérie et de cette polémique entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite à cause d'une banderole. Vous avez suivi cette affaire qui a été brandie donc dans un stade de foot en Algérie, ce qui a d'ailleurs agacé l'ambassadeur en poste à Alger. Je vous coupe, Christophe, et on revient. Qu'a fait l'Arabie Saoudite dans le stade anglais qui a fait la même chose et pire? Elle a protesté? Ou alors l'Arabie ne proteste que contre les Arabes et les musulmans et les Palestiniens? Et je vous laisse continuer. Je précise que l'Algérie, d'ailleurs, par la voix de son Premier ministre Ouyahia, a présenté ses excuses. Ouais. Et c'est peut-être pas pour rien parce que la semaine prochaine, il y a un haut responsable saoudien qui vient à Alger pour une visite de 2 jours. Donc voilà. Et puis Jean-Luc Mélenchon, qui a torpillé le CRIF. Ouais. Vous allez voir de quelle manière tout à l'heure, en disant que ce CRIF là est ultra communautaire et qu'il est en plus agressif. C'est ce qu'a déclaré sur Europe 1 dimanche dernier Jean-Luc Mélenchon. On y revient dans un instant. Juste après cela, c'est le grand forum avec Tarek Mami qui est avec nous jusqu'à 18h et vos appels bien sûr au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami qui est venu nous rendre une petite visite ce mercredi. Et il sera bel et bien là évidemment vendredi. Et seul d'ailleurs, parce que notre Marseillais nous a abandonnés là. Ah bah il est parti en vacances. Il est parti en vacances. J'ai lui-même envoyé aujourd'hui, bon on dit tout à l'antenne à France Maghreb, j'ai trouvé un article qui a été publié par des personnes apparemment originaires de Marseille qui sont venues travailler à Paris quelques années. Et qui sont en train d'expliquer que il vaut mieux rentrer à Marseille avant 40 ans pour profiter de la fin de travail et de la fin de la belle vie, parce que Paris c'est pas une vie pour eux. Je lui ai envoyé alors, j'attends son retour. Oui, il est en vacances donc il va falloir attendre un petit peu à mon avis. On va parler bien sûr de ce sujet maintenant. Le haut commissaire des droits de l'homme a accusé la Birmanie d'avoir sciemment prévu les attaques contre les Rohingyas. Un rapport parle de nettoyage ethnique
Pour nous, c'était clair que ces opérations avaient été organisées et planifiées, a déclaré hier le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme concernant les attaques violentes envers les Rohingyas. Vous ne pouvez pas exclure la possibilité d'actes génocides, a-t-il également ajouté. Les autorités birmanes, eux, ont toujours démenti avoir commis des atrocités dans le nord d'Arakin, foyer des Rohingyas. Elles ont affirmé d'ailleurs maintes fois que l'armée n'avait fait que répondre à des attaques de rebelles musulmans contre des postes de police de 25 août dernier. En réalité, l'an dernier, quelques 300 000 Rohingyas avaient déjà dû fuir vers le Bangladesh et le Haut-Commissariat n'avait pas été autorisé à se rendre sur place malgré de nombreuses demandes. Je soupçonne que la première opération était une répétition pour la deuxième, a-t-il estimé, ne croyant pas à la thèse de la répression contre les rebelles. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a toutefois signé que ce sera aux tribunaux de souligner si oui ou non il y a eu génocide. L'ONG Human Rights Watch est quant à elle sûre qu'il y a bel et bien épuration ethnique. Elle vient de publier d'ailleurs de nouvelles images satellites montrant 40 villages Rohingyas incendiés en Birmanie entre le mois d'octobre et novembre. Le bilan serait de 354 villages partiellement ou entièrement détruits depuis le 25 août selon les chiffres de l'ONG. Basé à New York, rappelons-le. L'AFP a interrogé le porte-parole du gouvernement birman au sujet de ces images. Il y a eu des incendies, mais nous devons vérifier. Je ne suis pas sûr du nombre de villages, a-t-il avoué. Mais l'armée accuse les rebelles d'incendier les villages eux-mêmes. Dans un nouveau rapport de 30 pages, Human Rights Watch montre aussi comment les forces de sécurité, le 30 août 2007, ont piégé les villageois Rohingyas à Tulatoli, sur les berges d'un fleuve, pour ensuite tuer, violer hommes, femmes et enfants et incendier le village. 9 femmes et jeunes filles interrogées par l'ONG ont déclaré avoir été violées ou agressées sexuellement et avoir été témoins du viol d'autres personnes. Des témoins racontent aussi que des soldats ont verrouillé les maisons et ont mis le feu avec les femmes et les enfants à l'intérieur, des pratiques qui, semble-t-il, sont répétées à plusieurs reprises. Des atrocités de l'armée birmane à Tulatoli n'ont pas seulement été brutales, elles ont été systématiques, c'est ce qu'estime le directeur de la division Asie de Human Rights Watch. Les soldats ont tué, violé des centaines de Rohingyas avec une efficacité particulièrement cruelle et qui n'a pu qu'être planifié à l'avance, a-t-il ajouté, confirmant la thèse donc avancée par l'ONU. Les survivants parlent également, Tarek Mami, auditeur, des jeunes enfants arrachés à leur mère, tués et jetés dans les brasiers ou dans la rivière. Voici le témoignage de cette femme qui a tenté à 20 ans de dissimuler sa fille de 1 an sous son foulard, mais un soldat l'a aperçue, il a pris ma fille et l'a jetée vivante dans les flammes. Que pouvais-je faire? Il avait un couteau dans la main et un fusil sur l'épaule. Le gouvernement birman doit immédiatement cesser sa campagne de nettoyage ethnique et fournir d'urgence aux agences humanitaires, la mission d'établissement des faits des Nations Unies, un accès sans entrave à l'état d'Arakin, a réagi l'Human Rights Watch. Les condamnations ne peuvent suffire à rendre justice aux victimes de Tulatoli. Une action internationale concertée est désormais nécessaire, a également ajouté l'ONG. C'est terrible, Tarek, des images horribles qui nous parviennent. Alors, non seulement c'est terrible, mais le gouvernement birman actuel, celui de la dame de Rangoon, celui de tout ce que vous voulez, n'a aucun justificatif ou une justification, parce que les Rohingyas, c'est pas aujourd'hui en 2017, c'est pas en 2016, c'est pas en 2015 qu'ils commencent à souffrir. 82. Non, depuis un siècle. Ils ont perdu leur nationalité une première fois. On leur a redonné dans les années 50, on l'a retiré de nouveau dans les années 60, 70, et depuis ils souffrent. Pour leur malheur, à eux, à chacun ce malheur, les Palestiniens, ils ont un malheur et eux, ils ont un autre malheur. Et pour leur malheur à eux, ce qu'on vient de découvrir dans la région où ils habitent majoritairement, où habite cette population, des puits de pétrole. Et qui dit puits de pétrole, faut dégager les gens pour installer les sociétés et pour installer en tout cas des gens dociles qui vont faire ce qu'on a à faire. Et leur drame, il est là. Mais c'est une volonté politique de plus d'un siècle des bouddhistes extrémistes, parce que aussi ici, à chaque religion, ces extrémistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans et les bouddhistes. Alors on a toujours pensé que le bouddhiste était zen. Ben, parmi les bouddhistes, ils ont surtout un moine ou un prêtre qui va dans les écoles autorisé à poser la question pour les jeunes filles, entre un musulman et un chien, qui vous épouserez? Entre un musulman et un porc, qui vous épouserait? Et les jeunes filles
ça devient systématique. Elle épouse le chien, elle épouse le porc, elle épouse tout ce que le solar, l'handicapé, tout ce que vous voulez, sauf le musulman. Donc c'est une politique génocidaire. C'est un petit peu les nazis et les juifs. À moindre degré, bien sûr, parce qu'à chaque malheur, il faut jamais comparer. C'est aujourd'hui, donc, c'est Birman et les bouddhistes. Et bien sûr, le top, en termes de durée continue, aujourd'hui, si c'est le Palestinien et les souffrances, si les hommes pouvaient être normaux et tenir le même discours ensemble à Paris, à New York, à Jérusalem et à Rangoon, peut-être que l'humanité serait un peu plus heureuse. Alors que peuvent faire maintenant les dirigeants du monde qui ne peuvent plus maintenant... Rien du tout. C'est soit ils prennent des sanctions et ils les appliquent comme ils les appliquent au Soudan, comme ils les appliquent à la Russie, comme ils les appliquent à la Chine, comme ils les appliquent à tous les pays du monde, sauf Israël, encore une fois, parce que c'est le seul pays contre lequel on n'applique aucune résolution, ou alors elle aura la situation d'Israël, elle ne respecte pas les résolutions et elle continue sa vie. Et aujourd'hui, en gros, officiellement, même la Corée du Nord subit des sanctions, surtout de la part des Occidentaux, parce que les Chinois et les Russes ne respectent pas, mais il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit des résolutions de l'ONU applicables avec fermeté, soit une opération militaire autorisée par le Conseil de sécurité pour aller détruire cette caste politique comme on l'a fait pour l'Irak, pour la Libye et pour bien d'autres, ou alors on sera encore là dans quelques années, quand pour le Palestinien, encore une fois, à regretter de voir ce que ces peuples subissent. Tarek, ils ont été nombreux quand même, les dirigeants du monde, à s'exprimer sur le sort des Rohingyas, mais ils n'ont pas été nombreux, en l'occurrence quasi absents, quand il s'agit d'agir. Je n'ai pas vu de résolution du Conseil de sécurité qui autorise donc des sanctions très graves, c'est-à-dire la fermeture des frontières, la non-livraison de nourriture, de tout ce que vous voulez. Et je n'ai surtout pas vu de résolution de l'ONU qui autorise sous le chapitre 7, c'est-à-dire l'utilisation de la force contre la Birmanie. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que, pour reprendre la phrase de Emmanuel Macron, qui avait parlé, lui, de nettoyage ethnique. Oui. Bon. Quand on dit nettoyage ethnique, on en tire la conséquence et on va à l'ONU, on reçoit la résolution, et au pire, même quand il n'y a pas de résolution, on fait comme les Américains ont fait en Yougoslavie, où ils ont bombardé les Serbes et tout ce que vous connaissez à la suite, où ils font, comme dans d'autres pays, comme le Vietnam a fait, sans autorisation internationale, d'aller nettoyer le Cambodge de ces dictateurs. Mais tant qu'il n'y a pas un pays qui, soit pour des raisons économiques en premier, soit pour des raisons stratégiques en deuxième, soit pour des raisons morales, entre guillemets, il n'y en a pas beaucoup, aille porter le fer et virer les gens qui sont en place, on continuera à contempler, dans le mauvais sens du terme, bien sûr, les souffrances de ce peuple. En tout cas, les ONG font leur travail, pour le coup, ils dénoncent. Alors, les ONG, pas toutes, mais certaines font le travail, quel que soit le pays, et c'est peut-être ça l'honneur de l'humanité, et je suis content, cette année, que le prix Nobel de la paix ait été attribué. Vous savez à qui, Christophe? Je m'en rappelle plus. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de tapage. Et il a été attribué à des associations qui luttent contre la prolifération nucléaire et contre la bombe atomique. Et là, tout d'un coup, il y a la dépêche, elle est passée, mais comme il n'y a pas monsieur un tel ou monsieur un tel à la tête, donc c'est passé très vite. Et pour moi, c'est l'une des premières fois où le prix Nobel de la paix a vraiment est un prix de la paix. Un prix Nobel de la paix qu'avait reçu d'ailleurs Aung San Suu Kyi, qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement birman. Et qui a reçu Barack Obama, qui n'a pas bougé grand-chose sur la question palestinienne pendant 8 ans, et beaucoup d'autres. Et monsieur, il est décédé, monsieur Arafat, monsieur Barak et monsieur Pérez, qui l'ont reçu à 3, et puis rien n'a changé à la situation. Donc ce prix, il y a des années, on ferait mieux de s'abstenir pour dire on n'a pas trouvé la personne qu'il faut. Tiens, petite parenthèse, Tarek, pour vous donner cette information que vous avez bien entendu. Un deuxième missile a été intercepté en Arabie Saoudite, au-dessus de Riyad, tiré, semble-t-il, par les Houthis au Yémen. L'Arabie Saoudite accuse l'Iran. Elle peut accuser ce qu'elle veut. L'essentiel, c'est dans la symbolique dans cette guerre, parce qu'il y a l'efficacité militaire et les symboliques. Et la symbolique, la première fois, ça a été, le missile a été lancé contre l'aéroport. Pour bloquer donc la circulation du côté de Riyad, et cette fois sur le palais qui s'appelle le palais de l'Yamama, qui est donc le palais des rois et des princes en Arabie Saoudite, pour signifier on pourra vous poursuivre jusqu'à chez vous. Et moi j'adore, parce qu'il y a des pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui, comme Israël de l'autre côté, malheureusement c'est l'actualité qui nous impose de parler toujours comme ça. Ils appartiennent à la classe, moi j'ai le droit de tout faire.
Et dès que toi tu réagis, eh ben tu deviens toi le terroriste, et donc j'ai le droit de faire encore plus. Bon, après tout, c'est pas le Yémen qui a été attaqué, l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie qui a fait le contraire. Et la question base, moi je ne rentre pas dans ces débats sunnites, chiites, grands, blancs, noirs. Est-ce qu'un pays a le droit d'aller décider de ce que l'autre pays veut faire? Les Houthis sont chiites, sont tout ce que vous voulez. Au Yémen, ils sont chez vous. Et vous, parce que vous n'êtes pas content de chez eux, vous allez changer quelque chose chez eux. C'est comme imaginer, bon, par la France, demain l'Algérie dit, bon, ce qui se passe en Tunisie, moi ça me plaît pas. Donc demain je commence à bombarder, ou l'Algérie sur le Maroc, ou le Maroc sur l'Algérie. C'est quoi cette vision du monde? Il faut respecter les peuples, leurs frontières. À la limite, que l'Arabie Saoudite dit j'arrête toute coopération et échange avec le Yémen, et pour 1000 raisons, c'est sans problème. Mais à quel titre qui aujourd'hui autorise tous ces gens d'aller attaquer d'autres pays, d'aller bombarder d'autres pays? Qui explique pourquoi la Corée du Nord n'aurait pas le droit d'avoir une bombe nucléaire, que l'Iran n'aurait pas le droit, alors que tel et tel pays, oh non, aujourd'hui la Corée a la bombe, et tout le monde ferme sa gueule, excusez-moi chers auditrices de l'expression. Donc aujourd'hui, on a l'impression que plus l'humanité avance en savoir, en connaissance, en compétence, plus la loi de la jungle apparaisse, à moins que, avant elle apparaissait, mais on la voyait pas, ou on la voyait 30 ou 40 ans après, cher Christophe, et maintenant avec les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelque chose, dans la minute, tout le monde est au courant. Alors, le président Emmanuel Macron a un agenda assez fourni, rempli pour le début de l'année 2018. Tiens, Tarek, ça me laisse l'occasion de vous la poser, cette question. Est-ce que vous allez l'accompagner? Alors, par exemple, en Égypte au mois de janvier, en Tunisie et en Algérie au mois de février, au Liban au mois de mars, et l'Iran, on n'a pas encore la date. Normalement, je devrais faire tout ça. Ah oui. Bah, l'Égypte, parce que c'est une situation très très particulière, et je voudrais voir ce que l'Égypte est devenue en 2 ans. Soit j'ai fait le voyage avec le président Hollande, et je veux savoir, et moi, comme j'ai l'avantage ou la chance de parler arabe, quand je vais dans ces pays-là, je reste pas dans les hôtels avec mes collègues journalistes français, je sors et je vais dans les cafés populaires, et dans les librairies d'ailleurs, où il y a toujours des gens super dans les librairies du monde arabe, parce qu'on vend les livres, mais en fait ce sont des cafés littéraires, entre 2-3 personnes qui disent pas leur nom, et donc j'irai, Inch'Allah, dans ces 3 pays, donc l'Égypte d'abord, la Tunisie, l'Algérie ensuite, le Liban enfin, et j'irai volontiers en Iran, parce que quand on est journaliste et quand on veut pas écrire des textes bien assis dans son fauteuil à Paris, se déplacer, voir de ses yeux, discuter avec les gens en arabe, en anglais, nous fait apprendre beaucoup de choses. Et moi ce matin, par le hasard des manipulations de mes appareils comme tout le monde, j'ai retrouvé une vidéo de 22 minutes que j'ai tournée quand j'étais en Palestine, Israël, et sur cette vidéo on voit d'un côté, quand on traverse la partie palestinienne, c'est du désert, des déserts sans arbres, avec y compris des véhicules de construction qui détruisent les quelques arbres qu'il y a. Et quand on rentre dans la partie civilisée du côté d'Israël, les immeubles, le feu rouge, la joie de vivre. Justement, il y a un voyage de prévu aussi en Israël, dans les territoires occupés. On ne connaît pas non plus la date. Par contre, ce que je n'ai pas vu apparaître, peut-être que vous allez expliquer pourquoi, c'est le Maroc. Le Maroc a été fait en gros 2 fois. Et oui, mais on parle d'une visite officielle, hein. Oui, mais apparemment j'ai vu aussi un papier bouger comme quoi il y aura, après l'Algérie et la Tunisie, et quelques mois après il y aura une nouvelle visite officielle au Maroc. La date n'est pas publiée, mais je pense que les présidents vont là où il y a des problèmes, là où on confirme des choses, mais quand tout va bien, le Maroc et la France aujourd'hui, ils sont sur la même ligne politique, économique, donc y aller, c'est surtout faire plaisir. Et je pense que le premier geste qu'avait fait le président Macron quand il a été juste, j'y étais avec lui, nous étions pas beaucoup de journalistes, mais on y était, juste après son élection, on a été pour un dîner au Ramadan, et on est revenu le lendemain matin à 7h, quoi. Donc je pense que les gestes envers le Maroc ont été faits et bien faits. Très bien. Tiens, un peu d'humour, Cheb Khaled qui fait ça en moment-là et qui va faire un concert en Arabie Saoudite avec un rappeur d'ailleurs assez connu. C'est en train de se moderniser là, donc. Oui, sauf que le concert des hommes c'est pour les hommes et le concert des femmes c'est pour des femmes. Ah, on va pas jusqu'au bout du système. Pas encore au rendez-vous. Ah, mais on va pas. Donc Khaled et un autre, effectivement, ils ont fait des concerts, mais la salle était interdite aux femmes. Et une semaine après, il y a un concert avec des chanteuses femmes, mais il y aura que des femmes. Et dans les 2 cas, les enfants de moins de 16 ans n'auront pas le droit. Ni à l'un ni à l'un à l'autre.
et ce qui n'a pas été beaucoup relié en France, mais beaucoup relié en Arabie Saoudite, cher Christophe, c'est la visite de John Travolta. Ouais. Qui a passé, je crois, 2 ou 3 jours et qui s'est permis, lui, de se promener parce qu'il était autorisé dans les cafés, partout, quoi. Et il y avait beaucoup de jeunes filles qui l'arrêtaient juste pour prendre un selfie. J'en ai vu quelques-unes des filles et des jeunes filles et quelques-uns des selfies. Et donc ça n'a pas beaucoup de trucs. Mais tout de suite, là, les bonnes informations commencent à tomber, cher Kisa, parce qu'on apprend que monsieur MBS, donc Mohammed Ben Salman, qui se bat contre la corruption et qui veut revenir à des règles de gestion très saines, lui, en 3 ans, achète d'abord le fameux château de Louis XIV, superbe château, 275 millions, et il l'achète quand? Il l'achète en 2015, c'est-à-dire dès qu'il accède au pouvoir. C'est-à-dire avec l'argent du peuple saoudien, alors qu'il reprochait aux autres d'avoir utilisé pendant plusieurs années l'argent du peuple saoudien avant de commencer à acheter des choses. Ouais. Et puis on découvre tout de suite après, parce que le New York Times commence à s'occuper le de son tableau. cas. Non, avant le tableau. Un yacht. Ah oui. Un yacht de 500 millions de dollars qui appartenait, dit-on, à une personne pas très recommandable russe. Et puis d'ailleurs c'est dans ce bateau qu'il dort, puisque depuis qu'il a la tentative d'attentat sur le palais où il habitait, il dort plus dans son palais, mais il dort sur le bateau. Et là on vient de découvrir donc l'achat du fameux tableau de Léonard de Vinci, d'un portrait du Christ. Alors je vous rappelle juste que les wahhabites, pour eux, la reproduction des formes humaines est haram 3 fois. Donc monsieur haram 3 fois met l'argent de son peuple, en gros aussi 500 millions, pour acheter ce tableau. Et quand il a été coincé, il l'a fait déposer dans le nouveau musée du Louvre d'Abu Dhabi, inauguré par le président Macron, en disant c'est pas moi. Et d'autres, à côté de lui, dit oui, il l'a acheté, mais pour l'offrir au musée, parce que le musée mérite d'avoir plein d'œuvres. Bon. Alors, ça fait à peine, donc, 1,5 milliard de dollars en 2 ans de pouvoir. Ce qui est pas mal. Le Walid n'a pas fait ça. Oui. Alors, ce qui me laisse l'occasion et la transition toute faite pour évoquer, parler de cette polémique qui fait rage entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite depuis que des supporters algériens ont commis un crime de lèse-majesté aux yeux de la monarchie wahhabite. Ils ont osé brandir chez eux, dans les tribunes d'un stade, une bannière de protestation contre la dangereuse alliance scellée entre les Saouds et les États-Unis, sacrifiant le statut inviolable de Jérusalem sur l'autel d'intérêts communs et d'ambition d'hégémonique. Déclenchant la colère royale, la banderole de la scène contestation représentait le président américain et le roi Salman comme les deux faces d'une même pièce, avec en fond d'image l'incrustation du dôme de rocher, l'ensemble mettant en exergue 2 phrases percutantes qui ont manifestement appuyé. Où ça fait mal, en l'occurrence, la Mecque, Jérusalem est à nous. Sami Ben Abdallah Salah, qui est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en poste à Alger, a été immédiatement chargé de faire toute la lumière sur cette affaire, promettant de débusquer et de sévir contre les empêcheurs algériens de judaïser Jérusalem. Nous prendrons les mesures nécessaires contre les porteurs de cette banderole, donc à tempêter ce dernier, comme c'est empressé de rappeler d'ailleurs saoudien. En oubliant peut-être un peu vite que les Algériens ne sont pas les sujets de son royaume. Pour terminer, et pour être tout à fait complet sur cette polémique, le Premier ministre algérien Ouihia a présenté ses excuses pas plus tard qu'hier. Tarek, sur cette polémique. Alors de boutade, parce qu'avec l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, il faut plus répondre par le sérieux, mais par la moquerie. La première, les Algériens ont échappé belle, ils sont loin, parce qu'imaginez que le Saoudien soit à côté de l'Arabie Saoudite comme les Yémen, et ils auraient été bombardés. Ils disent, heureusement que la géographie a fait que l'Algérie soit un peu loin de l'Arabie Saoudite. Voilà comment fonctionne. Et la deuxième, je vous rappelle, alors c'est beaucoup plus grave, même si c'est faux sous forme de boutade, et on n'en parle pas en France, parce qu'en France on parle pas d'actualité, pour faire simple. Peut-être qu'on dira tout à l'heure un mot sur RT, la nouvelle chaîne de télé. J'ai vu le premier journal, je peux vous dire que ça balance. Bon, mais la deuxième boutade, c'est que vous avez un citoyen jordanien qui s'appelle Monsieur El Masri, qui est l'un des plus riches dans ce pays en Jordanie. Il se trouve que ce monsieur est d'origine palestinienne, et il se trouve que ce monsieur, comme Hariri, a la nationalité saoudienne. Et donc, et on dit peut-être même qu'il a l'américaine. Donc ce monsieur
un très très grand homme d'affaires, il a une banque, il a tout ce que vous voulez, et à la suite de ce qui s'est passé avec Hariri, il devait aller en Arabie Saoudite, et donc ce qu'il fait, il y va pas, il envoie son fils qui est le DG de la banque, son fils revient, donc il dit voilà, nous on n'a pas de problème, et surtout moi je n'ai jamais travaillé avec l'argent public d'Arabie Saoudite, et il y va. Et quand il y va, donc il est reçu par le roi et tout le tralala, sauf qu'au bout de 2 jours, quand il veut repartir, cher Christophe, il est séquestré avec les autres. Ah oui. Et ça, on n'en a pas parlé. En prison. Et il s'appelle Monsieur le Masri. Et pourquoi il a été emprisonné? Il a été emprisonné pour plusieurs choses, notamment que c'était la veille du départ du roi de Jordanie en Turquie pour la réunion de l'organisation des pays islamiques. Et donc, ils avaient demandé au roi Abdallah de ne pas y aller. Ouais. Et le roi Abdallah y a été. Donc, pour lui montrer qui commande dans cette région, ils ont arrêté ce monsieur. Et il se trouve que le roi Abdallah, aujourd'hui, commence à énerver comme il faut les Saoudiens, parce qu'il vient de s'ajouter à son nom, ce qui est une vérité historique, le mot Hashimite, al-Hashimi. Or, quand on dit Hashimi, ça veut dire descendant direct du prophète. C'est pas le cas des rois d'Arabie Saoudite qui n'ont aucun lien, puisque il y a même des écrits historiques pour dire qu'il serait descendant d'une tribu juive convertie à l'islam. Et vous avez en parallèle monsieur Erdogan qui aime bien mettre le feu chez les autres beaucoup plus que chez lui, et d'ailleurs chez lui aussi avec les journalistes et toutes les arrestations, qui reçoit le roi d'Arabie Saoudite en lui collant un nouveau titre, c'est le gardien des lieux saints des 3 religions. Alors les Saoudiens, là, ils sont morts, parce que eux, ils ont qu'une seule religion et 2 lieux saints. Ouais. Et l'autre, il est gardien de Jérusalem, donc qui est les 3 religions. Et donc, pour ça, on arrête Monsieur Masri, et à ce jour, on ne sait pas si Monsieur Masri va être libéré ou pas. Je rappelle juste au passage que Monsieur Masri a 82 ans, et qu'il a toujours eu de très bonnes relations avec les Palestiniens, avec les Jordaniens, et bien sûr, jusque-là, avec les Saoudiens. 17h46 pour parler de ce dernier sujet proposé dans cette émission. C'est le leader de la France Insoumise a critiqué dimanche 17 décembre chez nos confrères d'Europe 1 le Conseil représentatif des institutions juives de France qui souhaite que la France, comme les États-Unis, reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël. Je suis hostile à tous les communautarismes, celui du CRIF est particulièrement agressif. C'est ce qu'a dénoncé le leader de la France Insoumise que je vous propose d'écouter dans cet échange. Écoutez. Pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, de la position exprimée par le CRIF en France, demandant à l'État français de suivre finalement la décision de Donald Trump en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël? Écoutez, moi déjà, vous interrogez pas, enfin, si vous interrogez la bonne personne, je suis hostile à tous les communautarismes. Celui du CRIF est particulièrement agressif parce que non seulement il a des prétentions communautaristes que je ne supporte pas, que ce soit pour le CRIF ou n'importe quelle autre communauté. Mais en plus, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tu parles Conseil représentatif de quoi? De rien du tout, et des institutions qui n'existent pas. C'est une association communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui lui plaît pas, pouf, vous voilà repeint en antisémite, et on dit, vous n'êtes pas invité au dîner, mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'y aller. Donc on mette les choses à leur place. Je pense que tous les Français, quelle que soit leur religion et leur culture, doivent épouser le point de vue de la patrie sur ce sujet. La condition pour que nous vivions bien ensemble, c'est de ne pas importer les conflits qui arrivent de l'extérieur. Enfin, ici, c'est la Seine, c'est pas le Jourdain. Bon, donc on n'a aucune raison de se taper dessus pour une histoire qui est déjà assez embrouillée comme ça. Et deuxièmement... Mais ça vaut pour tout le monde, hein, évidemment, ce que vous dites. Évidemment que ça vaut pour tout le monde. Évidemment que ça vaut pour tout le monde. Ici, c'est la France, je le dis à tout le monde. Et donc, nous devons aider notre pays à avancer dans la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire la création de 2 États, la paix, le respect mutuel. Voilà, ça c'est des... Alors je sais, ça peut paraître angélique, hein, mais je m'en fous. C'est un chemin de crête, mais c'est le chemin des Français. Jean-Luc Mélenchon. Rien à rajouter. Il a raison? Plus que raison, parce que si on ne peut pas... Je veux dire, aujourd'hui, on devrait nous faire tous re-signer un document pour dire j'atteste sur l'honneur et je m'engage que je ne défends dans ma vie publique, en tout cas, pas privée peut-être, public, que les positions de mon pays. Et là, quand on arrêtera quelqu'un qui va au djihad, on lui dit t'as trahi ton pays, quelqu'un à qui, vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que plusieurs, députés viennent à dire à Monsieur Meyer, on vous rappelle que vous êtes député français. Ouais. Bon, on a tendance à croire qu'il est député d'une autre nation. Non, mais député français. Ouais. Et alors, dans le dernier mandat
c'était juste comment dire, un seul député, son nom, on va me revenir, et puis on l'a traité de gâteau et tout ça, Clémonie ou un truc comme ça va me revenir, et il lui a dit, monsieur, je vous rappelle que vous êtes au sein de l'Assemblée française, pas à la Knesset, carrément, et c'est dans les notes de l'écriture. Et donc, moi, je suis d'accord pour que, autant on est libre d'exprimer tous ces points de vue, parce que la liberté d'expression, comme on est en France depuis de Voltaire, mais qu'en même temps, sur ces problèmes... C'est pas la faute à Voltaire. Oui, c'est pas la faute à Voltaire, mais que sur ces problèmes particuliers, ni les uns, ni les autres ne cherchent à justifier les positions d'un État étranger. On est français. On peut dire on est d'accord avec la position du Maroc sur le Sahara. On peut dire on est d'accord avec la position de l'Algérie sur le Sahara. Mais on ne peut pas dire il faut que notre pays soit d'accord avec le Maroc parce que moi je suis d'accord avec le Maroc, ni d'accord avec l'Algérie parce que et tant que cette logique supranationale qui nous dépasse tout et qui nous met tous sous le même drapeau bleu blanc rouge, et que certains disent aux autres c'est bleu blanc rouge pour toi mais c'est bleu tout court avec une étoile de David pour moi, c'est pas normal. Et d'ailleurs on le voit, les conséquences on les voit quand un soldat portant des armes, monsieur Gilad Shalit, est arrêté alors qu'il est militaire. Il y a toute la France qui ne peut plus dormir. Avec son image accrochée sur la mairie de Paris. Partout. Et quand vous avez un franco-palestinien qui lui n'a pas d'armes. Salah Hamouri, mais juste soupçonné, il y a rien. Donc il faut qualifié de terroriste par Meir Habib. Hein. Oui, non mais le problème c'est que vous ne pouvez pas, et là où il a raison monsieur Mélenchon, et je suis pas souvent d'accord avec lui pour qu'on soit clair, et là où il a raison, c'est que pour bien vivre ensemble, pour que tout le monde se sente français à 100% et pas à 90% un jour, 110% un autre et 99% le troisième, il faut que cette question de Palestine soit évacuée, de Palestine-Israël soit évacuée de notre débat national interne, que chacun prenne les positions qu'il veut, mais le CRIF il est censé représenter qui? Il est censé représenter le Juif de France. Faisons un sondage objectif sur les Juifs de France, vous aurez le résultat. D'ailleurs, il y a eu une altercation entre monsieur Habib et l'autre député insoumis sur un plateau de radio, le journaliste, j'ai oublié son nom, et qui lui pose la question, monsieur, pouvez-vous nous donner ici le pourcentage de personnes appartenant à la communauté nationale juive française qui participent à vos votes au CRIF? On peut pas savoir. Absolument. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb de 01 40 33 9000. Vous avez de quoi réagir. On vous a servi sur un plateau beaucoup d'actualités. Peut-être un mot. Alors, il y a un universitaire koweïtien qui s'appelle Abdallah Nefissi, cher Christophe, qui se moque de l'Arabie Saoudite alors qu'il est proche d'eux. Il dit le problème de Trump, il aurait dû déclarer Jérusalem Al-Quds comme capitale des frères musulmans. Et là, vous auriez eu toutes les réactions des musulmans parce qu'ils n'en veulent pas des frères musulmans. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec les 3 dernières minutes consacrées à Libertad. Bien sûr, Tarek, 01 40 33 9000 pour vous exprimer, bien sûr, en toute liberté. Vous nous appelez pour nous dire un petit peu votre avis, votre sentiment sur ce que vous avez peut-être entendu ou autre chose. D'ailleurs, vous avez le loisir, la liberté de le faire. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, cher monsieur? Kamel. Kamel, il nous appelle d'où, Kamel? Champigny. De Champigny-sur-Marne. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe, Kamel? J'appelle pour un petit truc que j'ai vu, qui m'a fait délirer sur Internet, quand j'ai vu les déclarations des hommes politiques, là, monsieur Hulot, qui déclare un scooter électrique BMW année 2017 à 6 000 €. Alors, je voudrais bien qu'il me donne l'adresse du garage où il l'a acheté, parce que je voudrais acheter le même, apparemment il coûte 15 000 €. J'ai vérifié. Il a eu 2 cases, je sais pas. Ouais, Hulot qui a été chahuté hier d'ailleurs lorsqu'il a pris la parole lors de la séance de questions du gouvernement, parce que avoir je sais plus combien de voitures, et ça fait 7 voitures. 7 voitures. Pas mal quand même, hein. Ouais, mais bon, après, qui déclare un scooter électrique BMW à 6 000 €. Moi, je suis intéressé, apparemment, il coûte, je regarde encore, parce que j'ai sur Internet, ils sont bien à 15 000 €. Bon, envoyez un courrier au ministère. Je veux pas non plus. Combien ça coûte? J'ai vérifié l'année 2017, 15 000 € chez BM. 15 000 €, ouais. Voilà. Bon, merci Kamel, de la petite remarque. Merci beaucoup Kamel, on va tâcher. 01 40 33 9000. C'est vrai qu'il a été bien chahuté hier à l'Assemblée nationale, Nicolas Hulot pour le coup. 01 40 33 9000. Parce qu'il fait des jaloux aussi, parce que dans l'interview du dimanche, le président a parlé de lui, il a pas parlé, par exemple, de Druyon ou de Colombe. Oui. Donc ça fait des jaloux, ça.
Ah, vous pensez que c'est ça? Ah bah entre autres, oui. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il en soit, eh bien, il continue donc d'être, j'allais dire, l'objet de toutes les critiques. Mais c'est vrai que ces journalistes commencent à m'agacer, moi, ici en France. Toutes ces chaînes d'infos en continu là qui passent leur temps à essayer de faire des leçons de morale en longueur de journée, notamment les pseudo-éditorialistes là sur BFM TV. Vous avez Barbier, vous avez d'autres sur iTélé. Enfin, ça devient vraiment très ennuyeux, hein, tout ça, Tarek. Moi, voilà, qui à chaque fois qu'il y a une polémique s'expriment, donnent leur avis, nous donnent leur sentiment sur ce qui serait bien et pas bien. Ça commence à être extrêmement fatigant. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Madani. Madani, vous nous appelez d'où? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe Madani? On vous écoute. Oui, je voulais réagir à la réponse de le monsieur qui est avec vous concernant l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'Algérie. Allez-y. Oui. Oui. Je vous écoute, le fait de dire si l'Algérie était à côté de l'Arabie Saoudite, elle serait bombardée. Ça, c'est minimiser vraiment l'Algérie. Écoutez, l'armée algérienne... J'ai dit que j'ai dit, cher monsieur, j'ai dit que je vais faire une boutade. Non mais attendez. Bombarder l'Algérie. Attendez, j'ai dit que je vais faire une boutade tellement ça devient ridicule. Parce que ce pays, l'Arabie Saoudite, n'a pas ouvert sa bouche quand quelque chose de plus grave qu'un banderole dans un stade anglais a eu lieu. Donc j'ai dit, je vais répondre par la boutade. Oh, nos amis algériens, ils sont tranquilles, heureusement qu'ils sont loin, sinon ce serait fait bombarder comme le Yémen. Il y a une armée défend bien ce pays, hein, je vous assure. Heureusement. Juste cette parenthèse. Hein. Merci Madani. Voilà, mais c'était une boutade. Faut pas prendre tout au premier degré, messieurs dames. Et j'ai précisé que c'était une boutade. Ah oui, mais des fois, voilà. C'est peut-être il est passé dans le tunnel pour pas entendre la boutade. Bon, eh bien c'est terminé pour ce soir. Merci de cette visite improvisée, Tarek, et on se retrouve quant à nous vendredi. Alors justement, aujourd'hui, quand le sujet devient grave, Jérusalem, Al-Quds, le Yémen, l'Arabie Saoudite, des fois ça devient difficile de répondre par des arguments de raison à des gens qui sont soit dans l'émotion, soit dans la folie de grandeur. Donc je dis que l'humour, j'ai pas celui de Dabous bien sûr, mais l'humour, la boutade permet d'accepter ce qui est aujourd'hui pour un être humain normal inacceptable. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2. On se retrouve demain à partir de 16h. Évidemment, tout de suite le rappel de l'actualité de ce mercredi soir. Nous sommes le 20 décembre et c'est Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Nordal Lelandais a été mis en examen. Le principal suspect dans l'affaire Maëlys a été entendu pendant 2 jours pour l'enlèvement d'un jeune militaire à Chambéry en avril dernier. En garde à vue, Nordal Lelandais a reconnu s'être trouvé à Chambéry dans les créneaux horaires où le militaire disparu s'y trouvait aussi. Mais il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Les enquêteurs ont trouvé des recherches sur son ordinateur. Il avait notamment tapé « Comment se débarrasser d'un corps ». Dans l'affaire du petit Grégory, la justice autorise Marcel Jacob à regagner son domicile dans les Vosges et de retrouver son épouse Jacqueline Jacob. 2 djihadistes, 2 hommes âgés de 18 et 31 ans, ont été interpellés il y a quelques jours près de Roubaix. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et placés en détention provisoire. Les enquêteurs pensent avoir mis la main sur 2 piliers de la propagande de Daesh. Ils orchestraient leur campagne sur la messagerie cryptée Telegram. 3 jours après la découverte du corps démembré d'une femme dans le bois de Boulogne à Paris, un suspect a été mis en examen et écroué hier. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, comme la victime, avait été interpellé dimanche. Les enquêteurs estimant que les faits ont pu être commis en Seine-Saint-Denis, où était domicilié le suspect. La Commission européenne lance une procédure contre la Pologne et pourrait aller jusqu'à priver le pays de ses droits de vote au sein de l'Union européenne. D'après Bruxelles, une série de réformes du système judiciaire polonais porte atteinte à l'état de droit. Sport, Marion Bartoli a tenu une conférence de presse après l'annonce de son retour à la compétition après 4 ans d'arrêt. Elle explique que sa retraite en 2013, alors qu'elle venait de remporter Wimbledon, était un crève-cœur. Marion Bartoli explique que ses problèmes de santé en 2016, qui l'avaient conduite à être hospitalisée, sont à l'origine de son retour. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.